Sechet Nedarim Daf Nun He, la page 55. Première ligne. Hanoder minad dagan asur beful hamitzri yavesh. Divrei Rabbi Meir. Hachamim omrim eno asur ela behameshet aminin. La première discussion, le premier débat dans cette Mishnah, c'est à propos de quelqu'un qui a fait un neder en s'interdisant tout ce qui s'appelle dagan. Je reprends le principe, je le rappelle, que les nedarim fonctionnent en fonction du langage commun des humains. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'interdit quelque chose, il a employé un langage qui a une connotation précise, spécifique, eh bien, lorsque il va utiliser ce lachon, eh bien, en effet, c'est cela ce qui va être interdit. On ne lui interdira de manger que ce qui rentre dans le cadre de cette expression, de ce langage, de cette terminologie qu'il a employée. Alors maintenant, quelqu'un qui va dire en hébreu, je m'interdis de manger du dagan. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre de cette interdiction? Hachamim disent, dagan, ça désigne les 5 céréales. Le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Hita, seora, kusemet, shibolet shual et chiffon. C'est ça les hameshet miné dagan. Donc quelqu'un qui va dire, je m'interdis de manger du dagan, il ne pourra pas manger les 5 céréales. Mais il pourra manger des féculents, des légumineuses. À plus forte raison, tout ce qui est arbre, tout ce qui est fruit de l'arbre, les légumes, tout ça, c'est pas du dagan. À plus forte raison, de la viande, du laitage, ça ne rentre pas dans le terme de dagan. Mais Rabbi Meir dit que dagan, ça a un sens plus large que les 5 céréales dans le langage des humains, dans le langage employé par les hommes. Rabbi Meir dit que dagan, les gens l'utilisent pour tout ce qui est nidgan. Qu'est-ce que ça veut dire qui est nidgan? Toute chose qui est élaborée au niveau de la préparation pour l'engrangement. Alors, on va d'abord trier, retirer les déchets, et ensuite, on va ramasser toutes les graines que l'on a nettoyées. Ensuite, on en fait des tas, et ensuite, on engrange. Donc, il y a tout un processus de préparation. Alors, il dit que, Rabbi Meir dit que chaque chose qui est nidgan, dont on fait un keri, kaf, resh, yud, un tas, comme un tas de blé, comme un tas d'orge, eh bien, il dit on peut faire aussi un tas de pois chiches, n'est-ce pas? Après avoir nettoyé et retiré tous les déchets, on peut faire même un tas de fèves, comme par exemple le ful hamitzri, les fèves d'origine égyptienne. Même ça s'appelle dagan. Mais attention, parfois ça s'appelle dagan, parfois ça s'appelle yerek. Ça dépend si la fève est fraîche ou elle est sèche. Lorsqu'elle est sèche, alors elle rentre dans le cadre de dagan. Lorsque la fève est fraîche, elle rentre dans le cadre de yerek. D'accord? Vous vous rappelez? Alors, Hanoder minad dagan, la Mishnah nous enseigne. Quelqu'un qui a fait un neder de ne pas manger du dagan, asur beful hamitzri yavesh. Divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il ne pourra pas manger non seulement pas les 5 céréales, mais même tout ce qui ressemble aux céréales, c'est-à-dire qu'on engrange toutes ces choses-là, et en faisant d'abord un keri.
d'abord on va trier, c'est-à-dire séparer le produit, le fruit de toutes les écorces. Comment ça se passe? C'est pas comme des oranges, c'est pas comme des bananes, c'est pas comme des dattes, où tout est prêt déjà, il n'y a rien à faire. Ici, on parle comme pour les céréales, après la moisson. Il faut d'abord battre le grain, il faut vanner, il faut trier, il faut ensuite amasser, rassembler et engranger. Alors, ce genre de produit végétal qui ressemble au dagan au niveau du processus de la préparation et de l'engrangement, ça rentre dans le cadre de dagan, dans le langage commun. Parce qu'il est nidgan. Parce qu'il est nidgan. On en fait un kéri. Alors, le Rabbi Meir dit, celui qui a fait un éder ne va pas manger de dagan, il ne pourra pas manger ni les 5 céréales, ni toutes les légumineuses, les fruits secs, les légumes secs, comme les fèves, quand elles sont fraîches, elles ne s'appellent pas dagan, mais quand elles sont sèches, oui, on en fait un kéri. La Chachamim omrim, eno asur ela bechameshet aminim. Chachamim disent que non. Le terme dagan est utilisé stricto sensu pour les 5 céréales, comme on a dit, chita ou saora, kusemet, shibolet, shual et chiffon. Encore, Rabbi Meir Omer, hanoder minatevu'a, eno asur ela bechameshet haminim. Aval hanoder minat dagan, asur bakol. Au mutar beperot ha'ilan ou bayerek. Rabbi Meir dit à Chachamim, là où je suis d'accord avec vous, c'est lorsque la personne a employé le terme tevoua. Quand elle a dit je m'interdis de manger de la tevoua, là je suis d'accord avec vous qu'en effet cet homme sera frappé d'interdiction de manger uniquement les 5 céréales. Mais il aura le droit de manger les féculents, les légumineuses, à plus forte raison les autres fruits. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Meir, les gens emploient le terme tevoua pour les 5 céréales et le terme dagan pour tout ce qui est kéri. Et puisque les féculents secs, on en fait un kéri, alors ça rentre dans le terme dagan. Alors quelqu'un qui fait un éder, ça dépendra s'il emploie le terme tevoua ou le terme dagan. Alors Rabbi Meir reprend ce qu'il a dit au début de la Mishnah. Aval hanoder mina dagan asur bakol. Celui qui fait donc un éder de ne pas manger du dagan, il sera frappé d'interdiction par rapport à tout. Comme on a dit, toutes les céréales et toutes les légumineuses. C'est-à-dire tous les féculents. La seule chose qui lui sera permise, au mutar beperot ha'ilan ou beyerek. Qu'est-ce qu'il pourra manger alors? Il pourra manger tous les fruits des arbres, c'est évident. Ça ne rentre pas dans le terme de dagan. Et également, il pourra manger même les hirakot, même les légumes, les salades vertes et ainsi de suite. Ça ne rentre pas dans le cadre de dagan, même pour Rabbi Meir. Voilà la fin de la Mishnah. Gemara. La Gemara maintenant se focalise sur Rabbi Meir. Les mimra des dagan, kol des midgan mashma. Sous-entendu que, d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qui rentre dans le cadre de la terminologie dagan? C'est toute chose qu'on est midgan, qu'on en fait un tas, n'est-ce pas, un kéri, un tas. Alors, si c'est comme ça, j'ai une kushia. Mativ Rav Yosef. Rav Yosef pose une kushia à partir d'un pasouk. Quand est-ce qu'on dit le terme mativ ou métivé? C'est quand on cite un pasouk, ou une mishnah, ou une baraïta. Quand on pose une question dans la Gemara, qui est basée sur une citation, alors d'emblée, on cite la référence. Ici, en l'occurrence, la kushia, elle est basée sur quel texte? Non pas une mishnah, ni une baraïta, c'est basé sur un pasouk.
Ce passouk figure dans le livre d'Ivrei Hayamim. Et ça parle de l'époque du roi Chizkiya. À l'époque du roi Chizkiya, malheureusement, les Bnei Israël, avant qu'il n'arrive ce roi, le tzaddik Chizkiya, les Bnei Israël s'étaient relâchés en matière de prélèvement. La terouma et le maaser, qu'il fallait prélever des fruits d'Eretz Israël. Mais lorsque lui a pris les rênes du pouvoir, alors il a fait faire teshuva au peuple juif. Comme vous le savez, qu'il leur a fait, qu'il les a même obligés à venir étudier la Torah, jour et nuit, n'est-ce pas? Donc ça n'arrêtait pas l'étude de la Torah. L'épée dans le sol. Alors, il a commencé d'abord par leur faire faire la mitzvah de la terouma et maaser. D'accord? Terouma et maaser. וכפרוץ הדבר, הרבו בני ישראל ראשית דגן, תירוש ויצהר ודבש וכל תבואת שדה. ומעשר הכל לרוב הביאו. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le passouk sur le côté gauche. Relisez s'il vous plaît le passouk. וכפרוץ הדבר, הרבו בני ישראל ראשית דגן, תירוש ויצהר ודבש וכל תבואת שדה ומעשר Hakol larov evi'u. Ou maaser hakol evi'u. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les Bnei Israël, quand ils se sont renforcés en matière de prélèvement et qu'ils ont commencé à apporter la terouma et le maaser, Chizkiya HaMelech leur a dit, ça ne suffit pas de prélever. Je voudrais que vous apportiez ici au Beth Amikdash tout ce que vous avez prélevé. C'était une manière d'organiser une manifestation de terouma et de maaser. Alors qu'il y a eu un moment d'extinction de cette mitzvah, il fut un temps où ils s'étaient relâchés, les Bnei Israël, par rapport à la terouma et le maaser. Lui, Chizkiya HaMelech, pour les renforcer, il leur a dit, je veux que vous apportiez à Jérusalem la terouma et le maaser. Et dans ce descriptif qu'on retrouve dans le livre des chroniques d'Ivrei Hayamim, c'est décrit ainsi. Vechifrotz hadavar. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ifrotz hadavar? L'ifrotz, il y a plusieurs connotations, mais celle qui est employée ici, c'est que la chose a été renforcée, consolidée. Vekifrotz hadavar. Lorsque la chose a été consolidée, de quoi on parle? De quelle chose? Le prélèvement, qui avait été affaibli, maintenant a été renforcé, grâce à Chizkiya qui a dit qu'il fallait apporter ça au Beth Amikdash. Eh bien, Kifrotz hadavar, lorsqu'il a eu renforcement de la chose, Hirbu Bnei Israël, les Bnei Israël ont multiplié leur prélèvement. Réchit Dagan, ils prélevaient la terouma des céréales, Tirosh, du vin, Veitzahar, et de l'huile, Udvash, et des dattes, Vechol Tevuat Sadeh, et toute la production du champ. Ou Ma'asar Hakol Larov Hevi'u. Et ils ont apporté le Ma'aser à profusion. À profusion. Ok? Alors maintenant, quelle est la kushia que Rav Yosef va poser à Rabbi Meir? C'est-à-dire qu'il va poser Rav Yosef, qui est à Emora, qui vient quelques générations après le Rabbi Meir, il dit, je ne comprends pas Rabbi Meir. Ve'i amart, dagan, kol de midgan mashma, mai kifrot sadavar hirbu, reshit dagan vechol tevoat asadeh. C'est-à-dire, comment le Passouk a distingué ces deux notions? Puisque toi, Rabbi Meir, tu dis que Dagan, ça a une connotation beaucoup plus élargie que celle de Chachamim. Chachamim disent Dagan,
c'est stricto sensu les 5 céréales. Chita, se'ora, kusemet, shibolet, shual, shifon. Tandis que Rabbi Meir dit que tous les féculents sont inclus dans Dagan, parce qu'on en fait un kéri. Alors dans ce cas-là, pourquoi, dans ce passouk de Divrei Hayamim, qui décrit l'apport, le transport de tout le maaser qu'apportaient les Bnei Israël, de tous les fruits, qu'est-ce qui est écrit? Qu'ils ont apporté le maaser du Dagan et le maaser de Tevuat Asadeh. On est d'accord? Tevuat Asadeh, production du champ. Dagan. Qu'est-ce que veut dire Dagan après Rabbi Meir? C'est tout un monde, les 5 céréales. Eh bien, c'est Tevuat Asadeh. On ne comprend pas pourquoi le passouk se répète, puisque d'après Rabbi Meir, c'est une redondance inutile. Tevuat Sadeh et Dagan, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est juste les termes qui changent, mais le sens est le même, puisque pour Rabbi Meir, Dagan, c'est un spectre élargi. C'est tous les féculents, toutes les céréales. Nahon. Alors pourquoi est-ce qu'on a séparé les deux dans le passouk? On te parle de Dagan et on te parle de Tevuat Sadeh. Mais c'est pareil, d'après toi, Rabbi Meir? Kushia. Réponse, Amar Abaye. Leatouye perot ha'ilan veyerek. En fait, pourquoi le passouk les a séparés? C'est parce que dans le terme Dagan, en effet, selon Rabbi Meir, le terme il est élargi, c'est-à-dire pas seulement les 5 céréales, mais même les féculents. C'est vrai. Alors qu'est-ce que le passouk voulait rajouter avec les termes Tevuat Sadeh? Il a voulu rajouter les légumes, il a voulu rajouter les fruits des arbres, les fruits de l'arbre. Tout ça, ça s'appelle Tevuat Sadeh. Donc voilà, il n'y a plus de kushia sur Rabbi Meir. Alors à Botaï, il y a une kushia que les Rishonim posent ici. Comment Bichlal, Rav Yosef a pu poser une telle question? Mais la réponse, elle est évidente. C'est quoi la réponse? Quand Rabbi Meir a dit dans notre Mishnah que Hanoder minad Dagan asur beful hamitzri yavesh, que celui qui fait un éder de ne pas manger du Dagan, il n'aura pas le droit de manger pas seulement des céréales, mais même pas des féculents comme Fula Mitzri Yavesh, les fèves égyptiennes asséchées, desséchées, eh bien, Rabbi Meir, il n'a pas voulu traduire le mot Dagan, il a voulu dire que dans le langage des hommes, le mot Dagan est employé même pour les féculents, parce qu'on en fait un kéri, parce qu'on en fait un tas, comme pour les céréales. Mais il n'a pas voulu dire que c'est le sens de Dagan par rapport à la Torah. Dans la Torah, quand on parle de Dagan, on parle en effet des 5 céréales. Mais dans le langage des hommes, Dagan, ça a un sens plus élargi, car les gens utilisent le mot Dagan pour tout ce qui est Nidgan, même pour les légumineuses. D'accord? Donc c'est juste pour le Neder. Alors comment Rav Yosef peut poser une kushia à partir d'un pasouk? Mais le pasouk, c'est Divrei Hayamim. C'est un langage toraïque, un langage biblique. Donc dans le langage biblique, même Rabbi Meir est d'accord que le mot Dagan désigne exclusivement les 5 céréales. Donc la question des Rishonim, elle est par rapport à la question de Rabbi Yosef qui est incompréhensible, puisque évidemment Rabbi Meir distingue entre le Lachon Dagan du Passouk et le Lachon Dagan des hommes. Alors la réponse, c'est que même dans ce Passouk, on parle du langage des hommes. Car les gens, quand ils apportaient le maaser, ils disaient « Voici, on a apporté le maaser du Dagan ». Donc dans le langage des hommes, quand on a dit « Ils ont apporté le maaser du Dagan » et ils ont apporté le maaser de Tevuat Asadeh,
Alors on voit bien que ce sont deux choses différentes. Tu vois bien que Dagan, c'est les 5 céréales, et Tevuat Asadeh, ce sont les légumineuses. C'est ça la question de Rabbi Yosef. Et Abaye a répondu que non. Pour Rabbi Meir, quand ils ont dit voilà, on a apporté le maaser Dagan, les gens à quoi ils pensaient? Pas seulement aux 5 céréales, mais même aux légumineuses, même les féculents. Mais quand ils ont dit voilà, on a apporté le maaser de Tevuat Asadeh, ils pensaient aux fruits des arbres et aux légumes. Donc, en effet, on a compris la question et la réponse. Mais tout cela, c'est par rapport au langage des hommes, bien que ce soit inscrit dans le Passouk. Mais le Passouk nous décrit ce que les gens disaient, ce que les gens faisaient, ce qu'ils disaient. Je ferme la parenthèse. Et maintenant, la Gemara nous cite Rabbi Meir dans sa deuxième halakha. Rabbi Meir Omer, Hanoder minatevu'a eno asur ela mechameshet aminin. Dans la deuxième partie de la Mishnah, on a vu que Rabbi Meir est d'accord pour dire que le langage employé par les hommes quand ils disent tevu'a, ils font allusion aux 5 céréales uniquement. Amar Rabbi Yohanan, hakol modim benoder minatevu'a shen asur ela mechameshet aminim. Tanya namehachi shavin benoder minatevu'a shen asur ela mechameshet aminin. Rabbi Yohanan nous dit, bien que dans la Mishnah il est écrit Amar Rabbi Meir, alors on aurait pu croire que c'est que Rabbi Meir qui pense ainsi, mais que Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Que quoi? Rabbi Meir nous dit que le terme tevu'a désigne exclusivement les 5 céréales, mais pas plus. Donc quelqu'un qui s'est interdit de profiter ou de manger la tevu'a, qu'est-ce qu'il veut s'interdire d'après Rabbi Meir? Uniquement les 5 céréales. Alors, est-ce que Hachamim sont d'accord avec lui? Nous aurions pu croire que Hachamim ne sont pas d'accord. C'est pour ça que Rabbi Yohanan vient nous dire Ma'udetema tevu'a kol mile mashma. Donc la Gemara pose la question Pshita. Quel est le ridouche de Rabbi Yohanan de nous dire que Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir? Bien que dans la Mishnah il est écrit Rabbi Meir Omer Hanoder minatevu'a eno asur ela mechameshet aminin. Bien que c'est écrit Rabbi Meir, Rabbi Yohanan te dit même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir pour traduire le mot tevu'a 5 céréales. Et donc quelqu'un qui s'interdit tevu'a, qu'est-ce qui s'interdit? Que les 5 céréales. La Gemara pose la question Pshita, mais c'est évident pourquoi Hachamim s'opposerait à Rabbi Meir par rapport à la signification du mot tevu'a. C'est pshita que ça veut dire 5 céréales. Ma'udetema tevu'a kol mile mashma, kamashmalan de lo mashma kol mile. Rabbi Yohanan vient te dire attention, détrompe-toi, parce que tu aurais pu croire qu'il n'y a que Rabbi Meir qui pense que tevu'a, ça désigne exclusivement les 5 céréales. Mais peut-être que Hachamim ne sont pas d'accord avec lui, car pour eux, le mot tevu'a, ça vient du mot ba, ce qu'on apporte. Et qu'est-ce qu'on apporte à la maison? Qu'est-ce qu'on apporte? Tout. Toutes les recettes, tous les bénéfices, que ce soit végétal ou pas. Tout cela, ça s'appelle tevu'a. On n'a pas dit tevu'a tasadeh, on a dit tevu'a. Anoder mina tevu'a. Et d'ailleurs, la traduction en araméen de tevu'a, on va voir plus tard, ça s'appelle alalta. Alalta, c'est al. Tout ce qui rentre à la maison. Tous les chiffres d'affaires. Alors on aurait pu croire que quelqu'un qui s'interdit de profiter de tevu'a, on aurait pu croire qu'il s'interdit de profiter de tout. Toutes les recettes. C'est pour ça que Rabbi Yohanan te dit non. Même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir pour la traduction du mot tevu'a dans le sens utilisé par les gens. Quand quelqu'un fait un éder, il s'interdit tevu'a, sa kavana, c'est uniquement les 5 céréales, et pas plus, même d'après Hachamim. D'ailleurs, dans la Braïta, on retrouve clairement Veshavin. C'est quoi Veshavin? Ils sont égaux. Hachamim sont égaux avec Rabbi Meir, comme pour dire, on pense comme lui, que le mot tevu'a, ça veut dire les 5 céréales. Quand est-ce qu'il y a une mahloket? C'est par rapport au mot dagan. Lorsqu'il emploie le terme dagan, je m'interdis dagan.
Là, il y a une mahloket. Selon Rabbi Meir, c'est pas seulement les 5 céréales, c'est même les féculents, alors que Hachamim disent que Dagan, c'est uniquement les 5 céréales. Alors, Abota, une interrogation orale. Quelqu'un qui veut s'interdire que les 5 céréales, selon Hachamim, je pose la question selon Hachamim, pas Rabbi Meir, quel est le terme qu'il doit utiliser? Vous êtes tombé dans le piège. Eh bien, il y a 2 possibilités. Soit il dit, je m'interdis de consommer le dagan, soit il dit, je m'interdis de consommer la tevoua, puisque pour Hachamim, il n'y a pas de différence entre le terme dagan ou le terme tevoua. Ça veut toujours dire 5 céréales exclusivement. Par contre, pour Rabbi Meir, quand il veut s'interdire que les 5 céréales, quel est le terme? Tevoua. Et quand il veut s'interdire un spectre plus large, c'est-à-dire pas seulement les céréales, mais même les féculents, Dagan. C'est l'inverse. À l'alta, tout ce qui rentre. Non, ça c'est tout ce qui rentre. Mais ici, on interdit que les céréales et les féculents. Et les féculents. Hein? En fait, ils sont en discussion sur le Dagan. Exactement. Alors, encore une fois, on va voir si c'est rentré. Tevoua. Pardon. Quelqu'un qui veut s'interdire que les 5 céréales, d'après Chachamim. Tevoua, Dagan. Ou Tevoua, ou Dagan. Maintenant, d'après Rabbi Meir, Tevoua. les 5 céréales, c'est que Tevoua. Et s'il a employé le terme Dagan, même les féculents. Pas seulement les céréales, même les féculents. Très bien. Mativ Rav Yosef. Encore une fois, une couchia de Rav Yosef. Par rapport à la traduction du mot Tevoua, cette fois-ci. Verifrot Sadavar, Irbu ben Israël, Reshit Dagan, Bechol Tevoua Tzadeh. Tu as dit que le mot Tevoua, d'après Chachamim, c'est exactement pareil comme le mot Dagan. Alors dans ce cas-là, Rav Yosef dit, je ne comprends pas. Comment les Chachamim vont-ils comprendre le pasouk de Divrei Hayamim, ce fameux verset qui décrit qu'à l'époque de Chizkiya HaMelech, lorsqu'il a voulu renforcer les Bnei Israël en matière de prélèvement, il leur a dit désormais, apportez au Beth Amikdash vos prélèvements. C'est décrit qu'ils ont apporté le maaser du Dagan et le maaser de Tevoua Tzadeh. C'est-à-dire le maaser a priori, d'après Chachamim, Rabotai, pas d'après Rabbi Meir, d'après Chachamim, aidez-moi. Que veut dire Dagan d'après Chachamim? Ça veut dire céréales. Les 5 céréales. Les 5 céréales. Et c'est quoi Tevoua d'après Chachamim? Les 5 céréales. Alors blanc, bonnet, bonnet blanc. Pourquoi cette redondance dans le pasouk? Pourquoi le pasouk nous dit qu'ils ont apporté le maaser du Dagan et de Tevoua Tzadeh? Mais Dagan, c'est 5 céréales. Tevoua Tzadeh, c'est 5 céréales. Encore d'après Rabbi Meir, ça se comprend. Nachon, parce que Dagan, ça inclut les légumineuses. Et Tevoua Tzadeh, c'est uniquement les 5 céréales. Mais on avait répondu, pour Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on avait répondu? Que Bémet, Tevoua Tzadeh, ça voulait dire les arbres et les légumes. Alors, la question se pose ici. Pour Hachamim, qui ont dit que Tevoua, on est d'accord pour dire que c'est les 5 céréales, et Dagan, c'est les 5 céréales, donc c'est une redondance. Réponse. Tevoua lehoud, Tevoua Tzadeh lehoud. Amar Rava, Tevoua lehoud, Tevoua Tzadeh lehoud. Il faut bien distinguer entre Tevoua et Tevoua Tzadeh. Si on dit juste Tevoua, c'est le terme que l'on emploie pour désigner quoi? Les 5 céréales uniquement. Mais si on emploie le terme Tevoua Tzadeh, ça veut dire quoi Tevoua Tzadeh? La production du champ. La production du champ. Si on dit Tevoua Tzadeh, alors là, ça élargit le spectre et désormais, ça fait allusion à tout ce qui pousse dans le champ. Même les légumes, même les légumineuses, même les fruits de l'arbre.
Très bien. Bar Mar Shmuel Pakid, le fils de Shmuel, a ordonné un testament d'Elit Nun Tlesar Alfezouzel et Rava, Min Alalta de Nehar Pania. Il a dit, je voudrais que vous donniez de mon héritage qui se trouve au bord du fleuve Pania. Donc c'est une ville qui se trouvait au bord du fleuve qui s'appelait Pania, Nahar Pania. Là-bas, je voudrais que vous donniez une contre-valeur de 13 000 zouz de mon Alalta. C'est quoi Alalta? C'est la traduction de Tevoa, n'est-ce pas? On a déjà dit que Alalta, ça vient du mot Al, qui veut dire faire rentrer. Et Tevoa, ça vient du mot Ba, Yavo, Tevoa, quelque chose qui vient. Donc aussi une recette. Alors il a utilisé ce terme. Shalha Rava le Kameh de Rav Yosef. Rava, qui était le bénéficiaire de ce testament, a envoyé un courrier à Rav Yosef et lui a dit Alalta hechi mikaria. Qu'est-ce qui s'appelle Alalta? Alors Rav Yosef a cru qu'il voulait juste la traduction du mot Alalta. Amar Rav Yosef Matnetahi, et lui a dit, eh bien c'est une baraïta qui peut être la réponse à ta question, où il est écrit Veshavin benoder minatevua she'en asur ela mechameshet aminin. On a appris dans la baraïta que même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir pour dire que le mot tevua désigne uniquement les 5 céréales. Donc, puisque le Targum Onkelos traduit le mot Tevoa par Alalta, alors Alalta c'est Tevoa. Et Tevoa, on a dit que tout le monde est d'accord, même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir pour dire que Alalta c'est les 5 céréales. Pardon, que Tevoa c'est les 5 céréales. Donc Alalta c'est les 5 céréales en araméen. Vous avez compris? Rabbi Yosef a cru que la question de Rava était une question de traduction. Non pas une question de halakha, mais une question de traduction. Puisque le fils de Shmuel a écrit dans son testament « Donner à Rava 13 000 pièces de zouzim, 13 000 dinarim. Vous allez donner à qui? À Rava, de Mont Alalta, qui se situe à Nahar Plania. Alors qu'est-ce que c'est que Alalta? Alors il lui a dit, Alalta, c'est la Tevoa, 5 céréales. Amarlé Abaye, d'abord Abaye, qui était l'élève de Rav Yosef, va lui dire, Midami, Tevoa lo mashma ela mechameshet aminim, Alalta kol mile mashma. D'abord il lui dit, Rabbi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous pensez que le fils de Shmuel a voulu offrir à Rava juste des 5 céréales dans une valeur de 13 000 dinarim, 13 000 zouz? Ma pitom. S'il lui avait dit donnez-lui de la tevoua, alors vous aviez raison. Mais si il lui écrit Alalta, bien que ce soit traduction de tevoua en général, mais c'est pas stricto sensu que pour tevoua. On l'utilise même pour n'importe quel chiffre d'affaires, n'importe quelle recette d'ordre commercial. Et donc lorsqu'il a ordonné ce testament, et il a dit donner 13 000 zouz à Rava de mon Alalta, qui se situe à Nahar Pania, eh bien il voulait dire de tous mes biens, toute ma recette, tout mon chiffre d'affaires. Et pas uniquement les 5 céréales. Donc déjà la Gemara ici s'arrête au niveau de ce débat. Le Rav a dit Alalta, traduction de Tevoa. Tevoa, ça veut dire 5 céréales. Donc Alalta veut dire 5 céréales. Alors Rava ne pourra prétendre, ne pourra recevoir de l'héritage 13 000 zouz que en forme de
céréales. Et Abaye lui a dit non, il pourra recevoir de cet héritage pas uniquement des céréales, il pourra recevoir de n'importe quoi que ce Rav, le fils de Shmuel, a laissé comme héritage. De tout. Car Alalta, ça veut dire tout ce qui est Al, tout ce qui rentre à la maison comme chiffre d'affaires. Fin du débat entre eux. Mais maintenant, la suite de cette histoire est la suivante. Ahderu les kamé des Rava. Ensuite, on a raconté à Rava que voilà ce qu'a dit Rav Yosef, voilà ce qu'a rétorqué Abaye. Amar, halokami ba'yali, de alalta kol mile mashma, hadaou de ba'yali, schar batim ou schar sfinot maï. C'est-à-dire, en fait, quand il a dit, moi, la traduction du mot alalta, je ne m'étais pas posé la question. Est-ce que alalta, ça veut dire 5 céréales, ou ça veut dire n'importe quel chiffre d'affaires? Pour moi, c'était évident que c'est tout et n'importe quoi. Tout rentre dans le mot alalta. Toutes les recettes. C'est al. Et donc moi, je suis pour la traduction de Abaye, pas pour la traduction de Rav Yosef, qui s'est limité aux 5 céréales. Pour moi, c'était évident que alalta, c'est kol milé, c'est tout. Ma seule question, elle était d'ordre halachique, et non pas au niveau traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din par rapport aux maisons, c'est-à-dire l'immobilier? Les bateaux. Cet homme, qui était le fils de Shmuel, était très riche. Il avait des bateaux, il avait des maisons, et il a dit, donnez à Rava de mon héritage, n'est-ce pas, de toutes mes recettes, de mon halalta. Alors bon, ça fait qu'il est comme ça. Est-ce que je peux encaisser, par exemple, les loyers? Nachon? Mi amrinan kevan de pachtan lav halaltahi, odinma kevan de lo yadia pachtayu halaltahi. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il dit, ma question, elle était plutôt halachique, beaucoup plus subtile que ce qu'elle paraissait, cette question. Étant donné qu'il employait le terme halalta, le mot halalta, c'est aussi quelque chose qui évolue, qui augmente. Il y a des choses qui évoluent, par exemple, les arbres. C'est quelque chose qui produit. Les animaux, les troupeaux, c'est quelque chose qui produit. D'accord? Ça se prolifère. Il y a de la prolifération. Mais une maison ou des bateaux, ça s'use. Il y a la vétusté. Alors ça, c'est pas halalta. Peut-être que c'est quelque chose qui, au contraire, régresse avec l'utilisation. Oui, ça c'est au niveau de la plus-value, comme il pourrait y avoir aussi de la moins-value. Vous avez vu tous les gens qui ont fait une faillite terrible quand ils ont investi dans l'immobilier en Hongrie ou dans des endroits comme ça. On ne peut pas savoir. Ça peut flamber comme en Israël, Baruch Hashem, ou ça peut dégringoler comme dans d'autres pays. Donc il n'y a pas d'assurance. Ce qui est sûr, c'est que l'utilisation de la maison fait baisser la valeur de la maison, parce que une maison neuve et une maison utilisée, ça c'est vieillot, c'est vieux, et ça c'est neuf, c'est beau. Donc l'utilisation d'une maison, c'est peut-être pas halalta. Une maison, le sachar d'une maison, puisque ça baisse, c'est pas halalta. Ou le bateau, plus on va l'utiliser, plus il va être usé, et donc c'est pas halalta. Ou bien oui, malgré tout, c'est halalta parce que c'est pas significatif, c'est pas tangible, c'est pas frappant. C'est-à-dire que la diminution de valeur, elle est tellement progressive et tellement longue que ça ne se remarque pas vraiment. C'est pour ça que j'ai posé ma question. C'est ce que dit Rava.
j'ai envoyé poser ma question à Rabbi Yosef, non pas pour avoir une simple traduction du mot Halalta, car pour ça, je n'ai aucun doute que ça ne se limite pas aux 5 céréales, comme a dit Rabbi Yosef, mais plutôt, c'est élargi dans le sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui est bénéfice, mais il n'y a que par rapport au Srar Batim et Srar Sfinot, le Sachar, la location des maisons, location du bateau, étant donné que c'est quelque chose qui régresse, mais comme c'est très progressif, est-ce que ça rentre dans le cadre de Halalta ou pas? Voilà le sens de ma question. Alors, Rav Yosef s'est vexé. Parce que Rav Yosef était aveugle. Et il a dit, Amroa Rabbanan Kamed Rav Yosef Amar Vechim Yachar de l'Otsarichlan Namaïcha Lachlan, Ikpad Rav Yosef. Il dit, puisque lui, il connaissait la traduction du mot Halalta, et il n'avait pas besoin de moi, pourquoi alors il m'a envoyé poser la question? Ah, s'il voulait poser une question avec autant de subtilité, il aurait dû s'exprimer, s'expliquer. On ne pose pas une question juste, comme il lui a dit, Halalta hechi mekaria. Halalta hechi mekaria. Mais il aurait dû expliquer ce qu'il veut. Ce n'est pas une traduction qu'il cherche. C'est plutôt une question halachique par rapport aux maisons et aux bateaux. Alors pourquoi il ne s'est pas expliqué? Et il m'a fait passer pour un ridicule. Shama Rava. Rava a entendu que Rav Yosef s'est vexé. Courroucé. Hein? Il était courroucé. Oui. Ve'ata le kameh b'ma'ale yoma de Kippouré. La veille de Kippour, c'est le moment où il faut demander pardon. Alors il est venu lui demander pardon. Ashkehe le shamae de ava kamazi kameh kasa de hamra. Amar le havli de mzigle anna. Yahivle ve kamazigeu kasa de hamra. Lorsqu'il est arrivé, la veille de Kippour, pour lui demander pardon, il a trouvé le shamash de Rav Yosef en train de lui préparer un verre de vin. Vous savez qu'à l'époque, le vin était très fort. Il fallait absolument le diluer, couper le vin à l'eau. Comment on coupait le vin? On mettait de l'eau, mais chacun avait son dosage. Lui, Rav Yosef, quand il a demandé à son shamash de lui faire, de lui couper le vin, qui est arrivé juste à ce moment-là? Rava. Amarle Havli d'Amzigle Anna. Rava a dit au shamash de Rav Yosef, laisse-moi s'il te plaît le srout de faire la méziga. La méziga, l'imzog, ça veut dire mélanger l'eau dans le vin. Yahivle avec Kamazig et Ukasa de Hamra. Il a laissé faire, et donc c'est Rava qui a fait la méziga pour servir le vin à Rav Yosef. Écoutez ça. Kika Chaté, lorsque Rav Yosef, qui était aveugle, a bu de ce vin, Amar, il a dit, Haden Mizga, Dame le Mizga de Rava Bere de Rav Yosef Bar Hama. Cette dilution de l'eau dans le vin, du vin avec l'eau, eh bien, ça ressemble vraiment à la méziga, au dosage de méziga de Rava, le fils de Rav Yosef Bar Hama. Rava avait un père qui s'appelait Rav Yosef, et ce Rav Yosef avait un père qui s'appelait Rav Hama. Alors, Rav Yosef, étant aveugle, sans le savoir, avec le goût, il a deviné et il a dit, cette méziga ressemble à la méziga de Rava, fils de Rav Yosef, fils de Hama. C'était onologue alors. Il avait des papilles gustatives d'une grande subtilité. Et vous savez que les gens aveugles développent d'autres sens, n'est-ce pas? Alors, il a dit ça. Alors le shamash Amarlé, il lui a dit le shamash, il y a ceux qui disent que c'est Rava lui-même qui aurait dit ça. Hunihu, c'est moi-même, me voici, Rava, c'est moi qui t'ai préparé cette méziga.
le Ran rappelle que la Méziga de Rava, elle est de 3/4 d'eau et 1/4 de vin. Waouh. Bon chose. Donc de la flotte, quoi. On a de la farine. Oui. Non, parce que le vin était très fort. Très fort. Et donc, si tu veux avoir On le dit 50. du bon vin, Le quart de bâti, c'est 3/4 de C'est du concentré. C'est du concentré. sinon, c'est trop concentré, et plus, c'est trop dilué. Alors écoutez ce que lui dit Rabbi Yosef. Amarle lotiti bakarach ade amartli pirusha de aden milta. Rabbi Yosef, d'une part, il s'est réconcilié, mais il a voulu donner une bonne leçon à Rava pour lui dire qu'il ne faut pas avoir de l'orgueil. Regardez la question qu'il va lui poser, parce que comme si il a trouvé que la manière de poser la question et la manière de réagir qu'avait Rava, c'était comme un peu d'orgueil par rapport à son maître. Parce que Rav Yosef, c'était le maître de Abaye et de Rava. Alors, quand Rava a dit, mais la traduction, je la connaissais, parce que Rav Yosef a cru qu'il demandait une traduction. C'est quoi Al-Alta? Il lui a dit, c'est Tevoa. Tevoa, donc c'est les 5 céréales. Il dit, mais non, moi, la traduction, je la connais. Et je sais que la traduction, elle est plutôt comme Abaye, qui a dit que Al-Alta, c'est tout le chiffre d'affaires. C'est toutes les recettes, tous les gains, tous les bénéfices commerciaux. Le seul produit commercial pour lequel je me pose la question, c'est la maison et les maisons et les bateaux. Car ça régresse avec le temps, ça diminue de valeur. C'est pour ça que je me pose la question. Alors Rav Yosef trouvait que cette réplique de la part de Rava était l'expression d'orgueil. Alors il a voulu lui donner une bonne leçon de morale. Il lui a dit, tu ne vas pas t'asseoir, ne t'assois pas encore. La première des choses que je vais te demander, explique-moi le passouk suivant. Et au travers de ce passouk, il va lui montrer combien il est important d'être anav, d'être humble, et que l'orgueil, même à un tamid chacham, ça ne convient pas, et à Kadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Regardez ça. Il lui a dit, Maï dirtiv, que veut dire ce pasouk qu'on retrouve à propos du ber Myriam? Omi midbar matana, omi matana nahaliel, omi nahaliel bamot. N'est-ce pas que le ber Myriam les a accompagnés depuis le désert jusqu'à Matana, Matana, Nahaliel, Nahaliel bamot. Alors en fait, tout cela, ça fait allusion à d'autres dimensions. Amarle kevan she'ose adam atzmo kemidbar, she'u mufkar lakol, a Torah nitnalo bematana. Un homme qui se comporte comme un désert. Le désert, il est accessible à tous. Ainsi, cet homme-là, il se rend accessible à tous pour enseigner la Torah. Eh bien, la Torah, elle lui est donnée et offerte en cadeau. Akadosh Baruch Hu lui offre la Torah pour qu'il ne l'oublie pas. Sheneemar umimidbar matana. Vekevan shenitenalo bematana nahalo el. Et une fois que la Torah lui est donnée, eh bien, avec la Torah, qu'est-ce qu'il reçoit comme héritage? Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est-à-dire que il sera à proximité d'Hachem. Il aura le mérite d'être branché sur le réseau divin. Et donc, il sera à proximité d'Hachem dans ce monde et dans l'autre. Et quand il a cette connexion avec Hachem, il va accéder à la grandeur, à la réussite. Bamot. Bamot, Bama, c'est un endroit surélevé, comme une stèle. Et s'il arrive à avoir des sentiments de Ga'ava, alors de cette Ga'ava, il le rabaisse. Il envoie dans le Gaï. C'est quoi Gay? Mais Gay Tzalmavet, dans un ravin. Un endroit profond. Et non seulement ça, pas dans un ravin, mais même sous terre. Ça veut dire Mamash, il le rabaisse une chute de haut.
Veim Chozerbo, Akadosh Baruch Hu Magbio. Et s'il fait Teshuvah, et il redevient Anav, Akadosh Baruch Hu le rehausse à nouveau. Shenemar Kol Gei Innase. Comme dit le pasuk dans Ishaïa, que même la vallée sera rehaussée. Le mot Venishkafa Alpene Hayeshimon, c'est comme si c'était écrit Venishkea Alpene Hayeshimon. C'est-à-dire que le P de Nishkafa, si on le remplace par Aïn, qui est la lettre qui est juste en dessous, eh bien, c'est comme Venishka, enfoncé, Shkia, enfoncé sous la terre. Ça, c'est le Rachash. Mais le Meiri dit que ça vient du mot comme Mashkov. Mashkov comme un poteau et linteau qui prend des coups tout le temps. Comme la porte qui frappe toujours sur le Mashkov. Ou les poteaux quand on fonce dans la terre au niveau du poteau et linteau. En tout cas, c'est-à-dire que cette personne, on la rabaisse, et si elle fait tchouva, alors que Baruch lui redonne de la valeur pour la mettre sur un piédestal. Tout ça, c'est ce que Rav Yosef a voulu que Rava comprenne, que même si c'est un grand Talmid Chacham, il ne faut pas avoir de l'orgueil. Et maintenant, on termine le sujet. Tanya, Hanoder Minhad Dagan, Asur, Af Beful Amitzri Yavesh. La Braïta nous dit, comme la Mishnah au nom de Rabbi Meir, que celui qui s'interdit de manger du Dagan, alors, contrairement à Hachamim qui ont dit qu'on parle que des 5 céréales, c'est même les féculents, même les fèves d'origine égyptienne, lorsqu'elles sont sèches, et pas quand elles sont fraîches. Ou mutar belah, permis de les manger si c'est du lard, parce qu'on ne fait pas du kéri avec des fèves fraîches, uniquement avec des fèves sèches, qui sont nidgan. Ou mutar beorez, et même le riz, on n'en fait pas un kéri, et donc c'est mutar. Il a le droit de manger du riz. Au hilka, tragis, tisani, c'est incroyable. Même le blé, ça dépend. Quand est-ce que il est interdit? Que lorsqu'il est entier. Mais s'il est divisé en deux, coupé en deux, qu'on appelle hilka, ou tragis, il est coupé en 3, ou tisani, le grain est coupé en 4, eh bien à ce moment-là, on n'en fait pas un kéri. Puisqu'on n'en fait pas un kéri, ça ne s'appelle pas dagan. Puisque ça ne s'appelle pas dagan, c'est permis. C'est inimaginable, ça, c'est incroyable. Le grain de blé, parfois permis, parfois interdit. Entier, interdit. Coupé, permis. Anoder min perot hashana. Celui qui fait un éder de ne pas consommer les fruits de l'année. Asur bechol perot hashana. Ou mutar, bigdaim, ou bitlaim, ou behalav, ou bebetzim, ou begozalot. Veim amar gidoule shana alay, asur bechulam. La Baraïta nous enseigne qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait un éder et il s'interdit le produit de l'année, ou bien s'il dit les fruits de l'année. Si il parle de la production annuelle, alors il n'aura pas le droit de consommer tout ce qui a été produit. Comme par exemple, le laitage, c'est produit par la bête. Ça s'appelle une production de lait. Produit. Ou par exemple, les œufs, c'est produit par la poule. Le produit de la poule, guidoulé. Hein? Guidoulé shana. Le produit de la poule, c'est quoi? C'est les œufs. D'accord? Gozalot, des pigeons. C'est le produit de l'œuf. C'est-à-dire les poussins sont le produit de l'œuf, qui est le produit de la poule. Et les chevreaux, les agneaux, seront interdits. Pourquoi? Parce qu'il s'interdit le produit de l'année.
Et cette année, qu'est-ce qu'il y a eu? Le troupeau a donné naissance à quoi? À des chevreaux, à des agneaux. Donc les brebis ont donné naissance à des agneaux. Les chèvres ont donné naissance à des chevreaux. Comment on dit un chevreau? Gedi. Comment on dit un agneau? Talé. Au pluriel, Gedaïm et Telaïm. Celui qui s'est interdit toute la production annuelle, il ne pourra pas manger tout cela. Ni Gdaïm, ni Tlaïm, ni Halav, ni Betsim, ni Gozalot. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je m'interdis Gidoulé Shana. Toute la production de l'année, la production annuelle. À partir de quelle date? Eh bien, si on dit que l'année commence depuis Rosh Hashanah, C'est ça. alors Rosh Hashanah. Alors maintenant, Mais si Rosh Hashanah c'était il y a une semaine, il pourra consommer avant, le produit d'avant Rosh Hashanah. de l'année en question. S'il a dit 2 ans, 2 ans, s'il a dit 3 ans, 3 ans. En tout cas, l'année qu'il a désignée, c'est tout ce qui... tout le produit. Maintenant, s'il n'a pas dit le produit de l'année, la production annuelle, il a dit les fruits de l'année. Quelle différence entre Perot Shana et Gidoulé Shana? Gidoulé Shana, on a dit que le spectre est élargi. Toute la production, que ce soit animale ou végétale, ça s'appelle le produit annuel. Mais s'il a dit les fruits, alors dans ce cas-là, Asur Bechol Perot Hashana, c'est-à-dire il ne pourra pas manger ni les fruits des arbres, ni les fruits de la terre, Nahon. Donc tout ce qui pousse, toute la végétation lui sera interdite, parce qu'il a dit, je m'interdis les fruits de l'année, Boré Periha Adama et Boré Periha Etz. Tout le Periha Adama et tout le Periha Etz lui sera interdit. S'il est végétarien, il est mal. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il aura le droit de manger s'il a dit ça? Tout le reste, les animaux, Bravo, tout ce qui est animal. tout ce qui est animal. Tout ce qui est animal. Mais il ne pourra pas manger ce qui est végétal. Donc, s'il a dit Perot Shana, les fruits de l'année, il ne pourra pas manger ce qui est végétal. Mais il pourra manger quoi? Ce qui est animal. Mais s'il a dit Gidoulé Shana, la production annuelle, la production de l'année, Que végétal et pas il ne animal. pourra rien manger. Rien. Ni végétal, ni animal. Oui, Pourquoi? Qui a grandi cette année. Parce que il a dit Gidoulé Shana, Asur Bekulam. Sauf c'est quelque chose de l'année dernière. Oui, on parle de l'année qu'il a désignée. Très bien. La baraïta, encore une baraïta. Hanoder min perot haaretz, asur bechol perot haaretz. Umutar bikmehin u pitriot. Veim amar gidoulé karka alay, asur bechulan. Si quelqu'un dit, je m'interdis de consommer les fruits de la terre. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre des fruits de la terre? Hein? Les fruits et les légumes. Les fruits et légumes. Les fruits de la terre. Non, L'arbre, poussent de la terre. l'arbre, Tous c'est la les terre. fruits de la Ce qui terre. pousse Poussent de la terre. Ah oui. Bravo. Tout ce qui pousse sur la terre, c'est-à-dire les fruits, légumes, les salades, tout, même les arbres. Car même les arbres poussent sur la terre. Donc tout ça, ça s'appelle Peri Haaretz. Donc quelqu'un qui va dire, je m'interdis tout ce qui est Perot Haaretz, eh bien il s'interdit tout. Quelqu'un qui a dit Boré Peri Adama sur un fruit de l'arbre, est-ce qu'il est quitte? Oui. Quelqu'un qui fait la brara de Boré Peri Adama Oui. sur un fruit de l'arbre, il est quitte parce que c'est aussi Peri Adama. Il est- ouais. D'accord. Par contre, qu'est-ce qu'il aura le droit de manger? La viande. Ah, la viande, c'est pas Peri Haaretz. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Mais un chidouche un peu plus pointu, la viande, c'est évident que c'est permis. On va manger comment on appelle ça, des triotes et des kmeïn, non? Ça Alors, il pourra manger des champignons, Ah oui, des truffes. Ah oui. ce qu'on appelle, comment ça bah oui, s'appelle? Ça pousse Des au-dessus de la terre. triotes. Pitriote. Au-dessus de la terre. Pitriote. Parce que les champignons. Champignons. Et kéméhin. Et c'est quoi kéméhin? Les truffes. Les truffes. Très bien. Alors, les truffes et les champignons, C'est pas guide de carcasses. quel bracha on fait dessus? D'accord. Chez Alcool. Alors, est-ce qu'il pourra en manger? Oui. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Je m'interdis le fruit de la terre. Et maintenant, les champignons et les truffes, c'est pas les fruits de la terre? Bien sûr. Non, c'est le vent.
Alors écoutez ça. Écoutez ça. C'est un dérivé. S'il dit... alors écoutez maintenant d'abord la suite et après on va expliquer le Inyan. La Gemara dit, par contre, s'il a dit « je m'interdis le produit de la terre, pas les fruits de la terre ». Même les champignons, même les truffes, lui seront interdits s'il dit Gidoulé Karka, le produit de la terre. Quelle différence entre le fruit de la terre ou produit de la terre? S'il dit fruit de la terre, alors il a le droit de manger les champignons. Mais il n'a pas le droit de manger tous les fruits des arbres et tout le produit de la terre. D'accord? C'est-à-dire tous les fruits de la terre et tous les fruits des arbres, il n'aura pas le droit de manger. La seule chose qui lui restera à manger, c'est truffes et champignons. Et s'il a dit produit de la terre, alors il n'a pas le droit de manger rien du tout. Même pas les champignons, même pas les truffes. Alors la Gemara pose la question, elle dit, ah bon? Les truffes et les champignons, tu les appelles produits de la terre, pourtant, Urminhi, on a appris le contraire dans la braïta suivante. Al davar shen gidulo min haaretz, omer shakol niya bidvaro. Vetanya ala melach ve'ala zamid ve'al kemeinu pitriot, omer shakol niya bidvaro. On a d'abord un principe, et après une application. La baraïta nous dit, tout ce qui n'est pas le produit de la terre, si on le mange, on fait la bracha de shakol niya bidvaro. Pas boré pri adama. Et la Braïta nous dit par exemple, le sel, melah, zamit, saumur, c'est-à-dire de l'eau mélangée au sel. Même maïm. Kemehin ou pitriot, les champignons, les truffes. Truffes et champignons, tu vois que on fait shakol niya bidvaro. Donc c'est pas guidolé karka. Si c'était guidolé karka, on aurait dû dire, on aurait dû faire quel bracha? Boré peri adama. Or, tu vois, la Braïta, tu dis clairement, shakol niya bidvaro. Réponse. Amar Abaye. Mirba ravu me ara'a. Minnak me avirayan kevelo me ara'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Certes, l'humidité de la terre favorise la pousse des champignons. C'est pour ça qu'ils poussent sur les champignons. Mais c'est l'air qui fait pousser. C'est-à-dire qu'il y a un jumelage d'humidité avec de l'air, cette addition de ces deux facteurs déclenche la création des champignons. Les champignons sont à partir de ces bactéries, cette moisissure. Mais c'est quoi cette moisissure? C'est l'humidité avec l'air. Donc on a deux facteurs. Si on n'avait pas l'air, eh bien l'humidité de la terre n'aurait pas produit des champignons. Il y a de l'humidité dans la terre. D'accord? Et sous la terre, il n'y a pas. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'air pour créer cette union. Il faut qu'il y ait l'air et l'humidité de la terre. Étant donné que la yenika, elle est minha avir, bien que ça pousse sur la terre et ça puise de l'humidité de la terre, malgré tout, c'est pas considéré comme yonek. Minakarka. Voilà pourquoi on fait la bracha de Shakol. Les champignons ne poussent pas uniquement dans la terre, hein, ils poussent partout. C'est vrai, mais il faut un support. La terre est un support. Oui, c'est vrai que ça pousse partout. Mais il faut un support. Ça ne peut pas pousser dans l'air. Il faut un support. Donc la terre, Gidolo mina haaretz. Ve'akatane al davar shen gidulo mina haaretz. Je comprends pas. Mais dans la Braïta elle-même, il est écrit Ve'al davar she'en gidulo mina haaretz kegon kemehin ou pitriot. Comment tu me dis que c'est mirba ravu me'ara? Ça pousse sur la terre et ça s'appelle le produit de la terre. Mais au contraire, tu vois que la Braïta a dit Davar chez En Gidulo Mina Haaretz, on fait chez Akol. Alors il y a une contradiction. La Braïta qui parle de Neder, elle a appelé les champignons Gidulo Mina Haaretz. Et la Braïta qui parle de la Bracha, elle a dit que En Gidulo Mina Haaretz. Alors il faut se décider. Est-ce que le champignon s'appelle Gidulo Mina Haaretz, le produit de la terre, ou ça ne s'appelle pas le produit de la terre? Dans la Braïta des Nedarim, tu dis que ça s'appelle le produit de la terre,
dans la braïta de Brachot, tu dis, ça ne s'appelle pas produit de la terre. Alors c'est quoi la réalité? La Gemara répond, Tani, al davar shen yonek mina aretz. Il faut corriger. Au lieu d'écrire à propos des Brachot, chez Akol Nia Bidvaro, al davar shen gidulo mina aretz, il ne faut pas dire davar shen gidulo mina aretz, parce que Behemet, les truffes et les champignons s'appellent gidulo mina aretz. Il faut dire davar shen eno yonek mina aretz. Quelque chose qui ne puise pas toutes ces forces de la terre. Alors on fait Shakol Nia Bidvaro. C'est pour cela que les champignons et les truffes, étant donné qu'il y a aussi le facteur avir, l'air qui y contribue, c'est la raison pour laquelle on fait Shakol Nia Bidvaro. Donc il faut corriger.